réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. C'est la semaine de la prévention aux dépendances. Hein. On le sait, certains parents découvrent avec stupeur que leurs enfants, adolescentes consomment de la drogue au secondaire et ça devient pour ces parents-là un moment très, très angoissant. On fait quoi avec ça? Vers qui on se retourne? Et c'est quoi la solution? Alors, c'est un problème majeur dans notre société. Il y a plusieurs policiers qui sont présents dans les écoles secondaires et qui peuvent apporter du soutien et parfois même changer le cours de la vie d'un jeune. Alors, pour en discuter, je vais d'abord accueillir avec plaisir, je vais l'appeler Monsieur Pierre. Alors, Monsieur Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Pierre est un parent qui s'est retrouvé dans cette situation-là, bien sûr. Il veut conserver un peu l'anonymat, mais il va pouvoir nous dire comment ça s'est passé pour lui. Et également, j'accueille Pierre Brochet. Pierre Brochet est président de l'Association des directeurs de police du Québec et il est directeur du service de police de Laval. Monsieur Brochet, bonjour. Oui, bonjour, M. Quentin. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir de vous recevoir parce que c'est un problème qui touche énormément de parents. Ça arrive parfois du champ gauche. Notre adolescent a un changement de comportement. On comprend pas trop pourquoi. Puis il y a tellement d'histoires. Tout à coup, bang, on s'aperçoit qu'il consomme des substances illégales. Pierre, là, je m'adresse au papa. Pierre, racontez-nous votre histoire. Vous, votre enfant a commencé à consommer au secondaire. Absolument. Ça a commencé au secondaire avec le pot. On se rappelle que dans les années 90-2000, c'était déjà très, très populaire dans nos écoles. Alors, à cette période-là, on le regardait aller, c'était pas si pire, mais c'est rapidement déplacé vers la cocaïne. Ah oui. Là, c'était moins drôle, là. Une drogue qui était pas mal plus chère et plus rare. Comment vous en êtes rendu compte? C'était tout simplement... un de ses amis qui m'a dit, garde le Vincent là de sa cocaïne. That's it. Je ne le voyais même pas moi-même. Ah non? Je ne pouvais pas le voir. Alors, puis à ce moment-là, on a déjà commencé les thérapies, des thérapies dispendieuses dans des grands centres. Puis ça donnait absolument rien. Ça donnait rien. Puis à un moment donné, il s'est mis à prendre l'argent dans mon argent personnel. OK, jusque-là, ça allait. Je me disais, c'est mieux ça que de le laisser voler dans les preneurs. Et puis, à partir de là, il y a eu la brillante idée de me voler des chèques et d'imiter ma signature. Et j'avais un psychologue qui me suivait et qui m'a dit, Pierre, là, alors ça devient sérieux, je pense que tu devrais changer de méthode et aller vers le tough love. Alors, ce que j'ai fait, mon épouse m'a donné 8 chèques qui venaient encore de se faire. Je suis parti, je suis allé au poste de police et j'ai déposé plainte contre mon fils pour vol et fraude. Et j'ai été accueilli avec bienveillance par les policiers. Et on a pris la plainte. On a enregistré la plainte. Suite à ça, mon fils a dû faire face à la justice. Il a fait une thérapie sérieuse de 6 mois dans un centre spécialisé à Trois-Rivières. Et puis, la thérapie a tellement fait la job que mon fils est allé à l'université, devenu thérapeute. Et maintenant, ça fait 17 ans qu'il est sobre, puis qu'il a une belle famille, puis qu'il nous rend tous heureux. Alors, à ce moment-là, moi, je trouve que c'est important de remercier la police de la façon que j'ai été accueilli avec tout le soutien que j'ai pu avoir, même si on s'est rendu en cours, puis que mon fils a dû faire face à la justice. J'ai l'impression, et là je vais me tourner vers Pierre Brochet. Je rappelle Pierre Brochet, M. Brochet, qui est directeur du service de police de Laval et président de l'Association des directeurs de police du Québec. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être étonnés, M. Brochet, en entendant le témoignage de Pierre là, qui vient d'expliquer la situation avec son fils. Il parle de bienveillance des services policiers, alors que j'ai l'impression que beaucoup de gens vont dire hey, la police, c'est d'abord la répression. C'est bien plate pour le jeune qui se fait pincer avec de la cocaïne, mais il va payer cher. Là. Oui, tout d'abord, permettez-moi de remercier M. Pierre. Ça demande beaucoup de générosité et de courage, puis à participer à la conférence de presse de ce matin, puis ça a été grandement apprécié. Donc, merci, M. Pierre. Vous avez raison, vous savez, la conférence de presse s'inscrit dans la campagne de valorisation du métier. C'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer le côté humain du policier. C'est notre 19e capsule.
Puis cet exemple-là, là, au niveau des dépendances, ben ça montre qu'on est capable d'être empathique, comprendre la situation d'un parent, puis chercher des solutions avec lui. Et on a des policiers, des policières dans les écoles à tous les jours qui créent des liens avec les jeunes, qui créent une relation de confiance, qui donnent des conseils et qui aident les professeurs, qui aident les directions d'école. Fait effectivement, on invite les parents qui nous écoutent, puis vous l'avez bien dit, hein, cette situation-là préoccupe beaucoup de familles au Québec et au Canada, et c'est un drame dans une famille quand ton enfant commence à avoir ce problème de dépendance. Directeur Brochette, je dois avouer que je suis étonné de vous entendre. Vous dites qu'il y a beaucoup de policiers qui vont dans les écoles quotidiennement. Non, oui, c'est pas une surprise. Je suis surpris que c'est une surprise pour vous. À tous les jours, il y a des policiers dans les écoles. Ça, évidemment, on n'est pas 24, on n'est pas à tous les jours dans toutes les écoles, mais il y a des policiers écoles, et ça depuis presque toujours, là. On a des policiers souvent qu'on appelle agents d'intervention communautaire ou agents sociaux communautaires, qui ont cette spécialité-là. D'ailleurs, dans la capsule vidéo qu'on a produit ce matin, qu'on a diffusé ce matin, la policière Isabelle, qui vient de Thérèse de Blainville, du service de police de Thérèse de Blainville, c'est une policière école qui passe son temps et là, dans les écoles, et son témoignage était touchant ce matin parce qu'elle a dit que c'est comme si c'était une école de 1500 enfants. C'est comme si c'était ses enfants à elle. Dites-moi, un parent qui se présente aujourd'hui dans un poste de police, là, un peu comme l'a fait Pierre, qui nous a raconté son histoire à l'époque pour porter plainte contre son enfant parce qu'il volait de l'argent. Comment il va être accueilli aujourd'hui, ce parent-là, au poste de police? Il va être très bien accueilli parce que, je le répète, hein, on est des gens à la base, des policiers qui veulent aider les personnes. Fait qu'on comprend bien que pour un parent de faire ce geste-là, ça doit être extrêmement difficile, souffrant, c'est une épreuve en soi. Fait qu'on va traiter la personne avec le plus grand respect. Évidemment, on va prendre la plainte, mais c'est pas l'objectif. On comprend bien que l'objectif, c'est d'avoir un peu un électrochoc pour que la personne arrête de consommer. Et on va le référer à des organismes du secteur. Vous savez, dans tous les services de police au Québec, on a un réseau bien établi avec les services de santé, les services sociaux, pour référer les personnes qui ont besoin d'aide. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas. On n'est peut-être pas des experts dans tous les domaines, mais on est là pour vous écouter, vous entendre et vous référer au bon endroit. Même si notre enfant est encore très jeune, là, 14, 15, 16, 17 ans. C'est-à-dire encore un mineur. Certainement. Certainement. On est là pour ça, mais évidemment. Puis c'est encore plus préoccupant, hein, quand il y a 14, 15, 16, 17 ans. Et on sait que depuis quelques années, il y a de plus en plus de drogues fortes. Hein. On a vu la crise des opioïdes, des décès par surdose. Vous savez, c'est du quotidien pratiquement maintenant, et surtout dans d'autres provinces au niveau du Canada. Donc, il faut mettre de l'énergie à travailler sur la prévention des dépendances, et aussi, une fois que la dépendance est démarrée, de voir comment on peut récupérer les gens. Pierre, je me tourne de nouveau vers vous. Là. Vous dites qu'avec votre garçon, les choses ont finalement bien tourné après une période très difficile où vous avez décidé de montrer, là je reprends votre expression, du tough love, c'est-à-dire un amour sans compromis. Comment se sont rétablies les relations avec votre garçon? Aujourd'hui, tout va bien? Il vous en a pas voulu d'aller porter plainte à la police contre lui à l'époque? Absolument pas. Écoutez, au moment où j'ai porté ma plainte, il savait très bien que c'était fini pour lui, que je n'allais pas arrêter. Et d'ailleurs, il s'est rendu jusqu'en cour. Il s'est rendu devant le juge. J'ai jamais retiré ma plainte. Moi. On a fait le travail jusqu'au bout. Mais comment ça s'est réglé? Et puis, ça s'est réglé qu'il était sentencé. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a remis son argent, étant donné qu'il était allé à l'université et qu'il travaillait dans le milieu. Le juge lui a donné une absolution. Mais 2 ans plus tard, après avoir tout fait son travail, maintenant, il y a 2 garçons. C'est un père impeccable. Ses fils sont des bons élèves, c'est des athlètes. Et puis, écoutez, il me comble de bonheur. Puis vous, votre relation avec lui est splendide? Elle est splendide. Ça a été long avant qu'il y ait eu souvent des petits accros. Mais le pardon est... On a passé au pardon, puis tout est beau maintenant, c'est correct. Puis, ce que je veux dire là, aux parents, là, c'est il y a toujours des jours meilleurs qui s'en viennent. Mais je ne pas avec ça. Quand on est rendu dans les drogues dures, là, on n'y est pas.
Directeur Brochet, je vous laisse le mot de la fin. Un conseil aux parents, là, des gens qui nous écoutent et qui disent hey, « Moi, je le sais, là, mon garçon, ma fille consomme des drogues illégales, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu dans tout ça. » Mais écoutez, le conseil principal, ne pas vous isoler puis aller chercher de l'aide, parce que c'est pas vrai qu'on peut gérer ça seul. On perd complètement le contrôle. Donc, on vous invite à communiquer soit avec le service social de la santé ou même avec, comme on le disait, avec un policier de votre secteur qui est un agent d'intervention communautaire. Puis ils sont là pour vous aider, pour vous référer aux bons endroits. Et surtout sans vous juger parce que même on a des policiers qui ont des adolescents qui ont des problèmes de drogue. Personne n'est à l'abri de ça. Vous avez bien raison de le mentionner. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, merci à Pierre qui a accepté de témoigner de l'histoire avec son fils et merci à Pierre Brochet qui est président de l'Association des directeurs de police du Québec et directeur du service de police de Laval. Je vous le rappelle, cette semaine, c'est la semaine de la prévention aux dépendances. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Faut qu'on se parle de Simone. Simone. Votre nièce. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? C'est une moufette! Idéalement, il veut rentrer chez lui le plus rapidement possible. Catherine, c'est la bande-annonce de Mademoiselle Bottine. Oui, moi, je suis de la génération de Bac et Bottine. Oui. Donc, j'avais vu, évidemment, plusieurs fois le film avec Maï Paiement et j'ai été ravie de cette relecture de l'histoire. Ben oui, je l'ai vu. Voyons, je fais pas des entrevues sans avoir vu les films. C'est déjà arrivé, Catherine. Oh, c'est pas jamais arrivé, Antoine. Comment vas-tu, Antoine Bertrand? Très, 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 très bien. Marguerite Laurence, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Merci de l'invitation. Donc, on va commencer avec Marguerite. Tu joues le rôle de Simone. Oui. Et je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qui t'a plu quand on t'a appris que tu avais le rôle de Simone dans Mademoiselle Bottine? J'ai vu hier à Tout le monde en parle que tu étais très heureuse. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ton expérience de tournage? Je dirais tout, parce que c'est super des choses différentes. Tu sais, le tournage, c'est une chose, la tournée, c'est une chose. Qu'est-ce qui est le fun dans le tournage, c'est que tu es avec les autres acteurs, tu vis quelque chose, tu construis quelque chose, on construit quelque chose ensemble. Mais de pouvoir le présenter aux gens et qu'ils voient qu'on a eu la réaction, c'est aussi un très beau cadeau. Fait que c'était tout. Est-ce qu'on t'avait fait regarder Bac et Bottine? Je l'avais vu quelques fois aussi, beaucoup avant. Oui. On l'a pas forcé à regarder Bac et Bottine. Non, mais elle des l'avait fois. vu parce que c'est un grand film. Elle l'avait vu de son propre vouloir. Ouais. Toi, Antoine, avais-tu vu Bac et Bottine? J'espère. moi, Est-ce que c'est dans cette le génération? public cible de Bac et Bottine. Je veux dire, il y a 40 ans, j'avais 7 ans. Fait que on était tous amoureux de Maï. On voulait tous se partir un zoo en arrière de chez nous. On voulait-tu Jean-Claude comme mon oncle? Ça, c'est une question qui se pose. Mais non, écoute, mais on a grandi avec les contes pour tous. Puis c'est pour ça qu'on s'est jamais posé la question après à savoir si il y avait du cinéma québécois. On avait les deux pieds dedans dès le plus jeune âge. Tu sais, d'où l'importance, je pense, de continuer cette franchise-là avec des films intelligents, avec des films qui prennent pas les enfants par la main puis qui les confrontent avec des thèmes, oui, sérieux et confrontants. Quand on t'a fait la proposition, est-ce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'original, de différent avec Mademoiselle Bottine pour que tu acceptes? On m'a rien dit. J'ai vu le logo de la fête sur le scénario. Puis bon, le logo de la fête, pour ceux qui ont grandi, c'est la première chose qu'on voyait au début du film. C'est la maison de production. Fait que j'ai fait « Oh! » Là, je suis venu un peu les jambes molles. Puis là, j'ai commencé à lire ça. Puis là, j'ai fait « Ah tiens, moufette! » Mais oui, il n'y avait aucun intérêt à refaire le même film. Puis Dominique James, qui a écrit le scénario, celui qui a repris les productions de Roch Demers, a longuement discuté avec Roch Demers de Mademoiselle Bottine. Puis il a mis des années à écrire un scénario qui valait la peine de revisiter cette histoire-là. Donc, non, c'est... Mais ça, quand on le voit, on comprend tout de suite qu'on est ailleurs. Oui, parce que c'est comme pareil, pas pareil, dans le sens que l'histoire se ressemble, mais il y a multitude de différences. Veux-tu la citation de Marguerite? Ouais, c'est ma situation. Vas-y, cite-nous ça, Marguerite. Donc, on a Bac et Bottine, c'est comme un arbre. Fait que nous, on a gardé le tronc, on a gardé les feuilles, on a juste changé la couleur des feuilles. Ah, c'est bien ça. C'est venu d'elle, là. Très bien dit. Ben, c'est on vraiment n'a pas bon. écrit, là. Fait que moi, depuis ce temps-là, j'y fais dire à chaque entrevue. Ouais.
Je fais let's go. Antoine, comment c'est interpréter ce rôle-là? Contrairement à Catherine, j'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce, je dirais, j'ai rien vu de Vous êtes plus. pardonné. Voilà. Mais le personnage me semble quand même, le personnage principal, celui que tu interprètes, me semble assez complexe. C'est un homme un peu tourmenté, là. Il veut faire de la musique, mais bon, de l'autre côté, il y a cette jeune fille qui arrive quelque part. Ça a l'air complexe. Complexe, oui. Loin de moi, surtout, oui aussi. C'est un compositeur d'opéra qui a eu un grand succès et puis qui, là, est confronté au syndrome de la page blanche, qui doit livrer son prochain opus. Et c'est là. Il est minuit moins 1, et puis là, il est en panique totale. C'est un gars qui souffre d'anxiété sociale sévère, donc d'isolement par la bande, parce qu'il sort pas de chez lui, il est incapable de sortir de chez lui. Il est asocial. Hein? Il est asocial, et donc, la dernière chose qu'il a envie et qu'il a besoin, c'est qu'une petite tornade débarque chez lui. C'est la première chose qu'il dit. Je travaille dans le silence. Tu sais. Puis, donc, c'était le fun à jouer. C'était pas le fun à préparer, mais c'était le fun à jouer. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le fun? Parce que quand c'est loin, t'as pas le choix de le laisser vivre en toi un bon moment avant le tournage. Tu peux pas arriver le premier jour puis faire « OK, on joue ça, let's go ». Puis il était pas facile à vivre. T'sais, moi, je suis le contraire d'un anxieux social, et donc, mais j'en connais autour de moi. Je sais à quel point c'est difficile. Puis c'est ce qui ressort aussi des témoignages des gens qui voient le film. Il y a des gens, il y a des anxieux qui nous posent des questions et qui font des témoignages devant 900 personnes dans une salle pleine. Et moi, ça me réjouit. Moi, j'avais la chance, à la fin de la journée de tournage, de laisser ça derrière. Mais c'est une condition qui est pas facile et qui parle aux jeunes aussi beaucoup. Là, on inverse les rôles, c'est moi qui vis ça. C'est le géant qui a peur de tout, puis c'est la petite qui fonce comme un bison dans tout, sans peur et sans reproche. Mais elle a d'autres défis aussi dans le film. Qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué entre vous deux? Rien. Rien? La vie. Tout et rien. On se ressemble un peu, tu sais. Sur quel point? Peut-être pas. Philippe et moi, on est comme... Normalement, Catherine et moi, on se ressemble pas mal. On pose les mêmes questions au même moment. On a la même masse musculaire. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai une grosse barbe. Elle a une grosse barbe. Ouais. L'ouverture vers les gens, la curiosité. Aimer les gens. Ouais. T'aimes les gens? Mais oui, j'aime les gens. OK. Ça fait... Pas tout le monde, là. Faut que tu mérites son amour. OK. Ce que je trouve très drôle, moi, c'est de voir les gens, parce qu'on fait beaucoup d'entrevues, tu sais, puis souvent, ils commencent avec un petit ton un peu garderie puis CPE, puis là, à un moment donné, ils font « Ah non, je pense que je suis mieux d'y parler comme un adulte, parce que... » Mais ouais, tu sais, elle est formidable dans le film, mais c'est ça, je pense que je suis encore plus content de la connaître dans la vie que d'avoir fait un film avec. Hey, j'aimerais ça que vous me parliez de bottine. Comment ça marche avec une moufette sur un plateau de tournage? C'est Marguerite, la spécialiste de la moufette. Une moufette sur un plateau de tournage. Est-ce que c'est juste une moufette? Oui, il y en avait juste une. OK, il n'y a pas de... Supposé d'en avoir deux, mais on en avait juste une parce que l'autre était trop grosse. L'autre était trop grosse, OK. Parce qu'on avait un toutou moufette pour certaines scènes où on ne voyait pas sa face. Et puis... Oh! Et puis... eh bien, on avait comme eu une moufette toutou, elle était grosse, OK? Et puis là, on avait pris une autre moufette, et là, on a réalisé que la moufette était plus grosse que la moufette toutou. On a pris une autre moufette. Puis là, finalement, puis elle mordait aussi, pareil. Ah oui, mais toi, est-ce que tu avais peur de la moufette? Non, parce que l'autre, ben, sincèrement, elle qu'on a choisie, j'avais pas peur, c'était juste que... À un moment donné, au troisième pipi sur toi, quelqu'un se tape. La moufette fait pipi sur les gens? Ben, pas sur les gens, sur moi. On t'apprend-tu quelque chose, Catherine? Ben, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais eu ça, une moufette dans la vie. Est-ce que c'est une moufette qui est élevée un peu comme la stat dans l'araignée dans le stade? Monsieur Émile, c'est-tu Non, c'est une moufette actrice, professionnelle, tout ça, mais tu sais, c'est un animal sauvage, c'est nourri... C'est sûr que c'est plus difficile à contrôler, surtout pour moi. Comment il a nourri ça, non? Ah oui, il donnait tout le temps du poulet cru. Fait qu'au début du tournage, là, elle mesurait genre 30-35 cm, puis elle finit avec comme 50. Mais ça, c'est que les gens le sachent à la maison. Un tournage, ça fait prendre du poids, pas juste pour les moufettes. Les acteurs aussi, à force de se tenir à la table de collation, on finit toujours par prendre un petit 10-15 cm. Parce que là, mais elle, c'est à cause qu'on lui donnait tout le temps du poulet cru. Ben, c'est la seule manière. Ouais, Antoine, on lui donnait... on lui donnait des petits morceaux, Antoine, on lui donnait le reste. Moi, s'il y a du poulet cru d'une place, je suis pas tenable. Faut que j'en prenne. Moi, un ceviche de poulet. Là. Arc!
Toi, quand tu joues, Antoine, de jouer avec une enfant ou de jouer avec un adulte, est-ce que tu sens une différence ou pour toi, acteur, même pied d'égalité, tout va... Ça dépend des enfants puis ça dépend des adultes. Tu sais, avec Marguerite, j'avais pas à me préoccuper zéro d'elle. Est-ce que tu avais un coach de jeu? Oui. Oui? Pour être engagé pour le tournage, oui. Félix Ross, qui fait un travail formidable vraiment. sur beaucoup de plateaux. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Qui travaille en amont, qui a travaillé en amont en répète avec Marguerite, puis après ça, elle est là sur le plateau aussi. Ouais, elle donne des petits conseils. Non, elle fait vraiment un travail super. Puis on la salue parce que c'est un travail de l'ombre. Mais c'est quelqu'un qui disait comme... De base, si elle n'avait pas été là, le film aurait été moins bon. C'est comme tous les gens qui étaient derrière, peu importe, ça aurait fait... C'est vraiment un travail d'équipe, tu sais. Puis il y a 1000 façons de prendre une bonne histoire puis de la scraper. Mais là, sur ce plateau-là, et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est mon plus beau tournage à vie, c'est que tout le monde était dans la même direction. On prenait conscience au fur et à mesure de la richesse, de la beauté de ce qu'on était en train de raconter. Fait que, mais pour répondre à ta question, Catherine, tu sais, il y a des adultes qui sont moins professionnels que Marguerite, puis il y a des enfants que tu as juste envie de donner un petit coup de talon puis de dire laisse-moi tranquille. T'sais. En tout cas, vous avez tous les deux eu manifestement beaucoup de plaisir à tourner le film. Vraiment. J'assume. Moi, je vais te faire une confidence. Là. Quoi? J'ai pleuré. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Ben, en vrai, ça m'étonne pas. Non? Des bonnes larmes. Il y a des bonnes larmes. Puis mon chum aussi, il pleurait. C'est pas une bonne comédie si on pleure pas un peu. Ah, bien dit. Ça sort vendredi, Mademoiselle Bottine. J'ai adoré le film jeudi. Merci tout le monde. Merci beaucoup Antoine Bertrand. Merci beaucoup Marguerite Laurence. Bon succès avec le film. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Il y a un dossier publié dans la presse ce matin qui fait beaucoup réagir. Il est rédigé par les journalistes Gabriel Duchesne et Ariane Lacourcière et on apprend que des enfants d'âge primaire et un grand nombre d'enfants d'âge primaire sont de moins en moins autonomes. Là, je vous donne des exemples. Alors, ces enfants-là peinent à accomplir des tâches de la vie quotidienne comme, par exemple, peler une banane, reconnaître un lion ou un tigre sur une image, monter les marches, savoir aiguiser un crayon à mine, attacher ses souliers, bref, des tâches que d'habitude, là, à 6, 7, 8, 9 ans, on est supposé être capable d'accomplir. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Il y a des intervenants qui pointent du doigt l'omniprésence des écrans dans la vie des enfants, mais est-ce que c'est vraiment la responsabilité de la techno? Quelle est la part de responsabilité des parents dans tout ça? Eh bien, pour en parler, je reçois Noémie Quentin. Noémie Quentin est professeure au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Quentin, bonjour. Bonjour. Et je le signale, on n'est pas parents du tout et on ne se connaît pas. Mais je vous accueille avec plaisir à l'émission. Alors, comment on en arrive à de telles conclusions, Madame Quentin? Bien, au fond, on entend quand même plusieurs anecdotes là, sur le terrain, dans les milieux scolaires, même dans les milieux de garde, justement, qui rapportent, comme vous le disiez, que des enfants en bas âge, mais d'âge primaire, justement, là, il y a certains acquis qu'on s'attendrait qu'ils soient réalisés avant d'arriver à l'école ou dans les premières années, mais que finalement, les enfants n'ont pas. Certains font le lien avec l'augmentation du temps d'écran, mais par contre, il faut faire attention de ne pas arriver à des conclusions hâtives là, par rapport aux liens qui existeraient entre les deux. Là. Bon, moi, je lis ça ce matin, là, puis je m'inquiète. Je m'inquiète pour nos enfants. Je me dis, il me semble que, bon, dans mon temps, quand j'étais enfant, c'était pas comme ça. Puis mes enfants, qui sont évidemment beaucoup plus jeunes que moi, il me semble que c'était pas de même non plus. Est-ce qu'on assiste à une transformation radicale de l'adaptabilité des enfants? Mais dans le fond, la recherche, là, puis moi, je suis chercheur, donc je me rabats là-dessus. La recherche n'a pas été faite nécessairement pour démontrer exactement qu'est-ce qui se passe, puis les causes, pourquoi on note ce changement-là sur le terrain. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que, par exemple, est-ce que c'est une plus grande vulnérabilité de certains enfants, de certaines familles? Est-ce que c'est certains enfants, ce que j'entends aussi des professionnels, c'est des enfants qui ont des parcours migratoires très complexes. Bien, quand ils arrivent dans les écoles, il y a certains enjeux qui sont vus aussi, des services en bas âge qui auraient dû être mis en place, qui n'ont pas été mis en place. Donc, c'est vraiment un problème qui est très complexe à analyser puis
qui, en effet, bénéficieraient d'études plus sérieuses pour mieux les comprendre, mais l'autonomie, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment apprendre à faire des tâches par soi-même. Puis ça, au départ, ben oui, c'est certain qu'au départ, chez les bébés, ben le parent fait beaucoup, puis éventuellement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ben il y a un transfert qui doit se faire, puis c'est les enfants qui doivent devenir capables de les faire. Fait que l'enfant va apprendre à marcher, à se nourrir seul, mais dans le fond, le parent a un rôle, mais je dis encore là, attention, pas juste le parent, c'est pas juste l'affaire des parents. Il y a beaucoup d'adultes qui gravitent autour des enfants. C'est le rôle de plusieurs adultes d'aider l'enfant dans cette démarche-là, d'apprendre à faire ces tâches-là par eux-mêmes. Ouais, parce que, je parlais avec des parents aujourd'hui qui me disaient, écoutez, par exemple, si mon enfant a une clémentine entre les mains, puis il commence à peler sa clémentine, puis des fois c'est dur parce que la clémentine n'est pas tout à fait mûre, puis arracher la peau, c'est dur, ça prend plusieurs minutes. Hey, moi je prends la clémentine, je lui arrange ça en 15 secondes et c'est fait. C'est tentant pour un parent d'accomplir la tâche à la place de l'enfant, mais en faisant ça, l'enfant n'apprend pas. Exactement. Puis, tu sais, moi je dis tout le temps, pour l'apprentissage, ben il faut du temps. Puis le temps, ben des fois, on n'en a pas beaucoup comme parents. 2 parents qui travaillent, les enfants, les activités, ça va vite. Des fois, la garderie, peu importe, on habille l'enfant, go, il faut partir. Ben le temps dont on a besoin pour que l'enfant puisse tester les limites de ce qu'il est capable de faire, vivre la conséquence naturelle de ta banane quand tu apprends du mauvais côté, ça se peut qu'elle écrase, mais il faut les laisser vivre ces expériences-là parce que c'est vraiment comme ça qui vont développer justement leur sentiment de compétence, ils sont capables de réaliser. Puis en même temps, ben il faut qu'ils soient capables de tolérer la frustration quand on n'y arrive pas. Nous, notre rôle, c'est d'être bienveillant, d'être là pour les accompagner, les encourager dans leurs efforts, mais c'est pas de faire à leur place, ça c'est clair. Voyez-vous, dans notre messagerie texte, il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, je suis enseignante depuis 30 ans et croyez-moi, c'est vraiment inquiétant de constater à quel point les enfants ont moins d'autonomie, de créativité et de débrouillardise. » Alors, quelqu'un qui est sur le terrain depuis très longtemps, qui constate ça. Vous savez, Mme Quentin, cet article-là, ce dossier-là dans la presse ce matin me rappelle un peu un autre dossier publié par la presse sur les cours d'école. Le fait qu'on ne permettait plus aux enfants de faire un paquet de trucs qu'on faisait, nous, quand on était plus jeunes, dans les cours d'école. Pourquoi? Ben, par souci de protéger la sécurité des enfants. On peut plus trop se pousser, on peut plus trop jouer au ballon ou au roi de la montagne. Là, c'est l'exemple qui, quand le dossier a été publié, a surtout retenu l'attention. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien à faire entre les deux? Ah oui, moi, définitivement, le lien est clair. Puis, tu sais, le roi de la montagne, oui, c'est important que les enfants vivent ces expériences-là. Il faut qu'il y ait une variété d'expériences pour tester justement les limites de ce qu'ils sont capables de faire puis développer leur autonomie. Mais savez-vous, en même temps, ce que je trouve intéressant de l'enseignante qui vous a écrit, qui dit « Je vois une grande différence », bien, ces enseignants-là, ce qui est génial, c'est que sur le terrain, ils peuvent se mobiliser parce que c'est pas juste le rôle du parent aujourd'hui d'élever les enfants. Tous les adultes ont un rôle à jouer. Fait que les directeurs d'école qui sont tentés de mettre des règles pour empêcher les jeux de roi de la montagne pour éviter que les enfants se blessent, bien, nous, on dirait, comme ergothérapeute, c'est plutôt le contraire. Au contraire, si vous voyez qu'il y a un défi, bien, il faut l'investir, puis il faut choisir justement les enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est notre point de départ, puis on veut qu'ils deviennent capables de jouer au roi de la montagne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme éducateur, comme enseignant, comme grand-maman, grand-papa, les oncles, les tantes, pour justement aider puis outiller les enfants, leur faire vivre toutes ces expériences-là qui sont très riches, mais surtout essentielles au développement de l'autonomie. Donc, il faut faire attention de ne pas tout retourner le blâme vers les parents ou vers les écrans. Il faut regarder, dans le fond, notre rôle à chacun dans le développement de l'autonomie des tout-petits. Moi, là, mon grand, qui est maintenant rendu à 17 ans, il a appris à passer la mop au Tim Hortons dans une de ses jobs étudiantes. Puis moi, je savais que j'allais pas y arriver, mais il l'a appris au travail. Puis je remercie sa patronne qui a insisté quand il était frustré parce que c'était pas bien fait, ben, qui lui a fait reprendre. Ben, c'est elle qui lui a montré à passer la mop, c'est pas moi, puis c'est correct comme ça aussi. Est-ce qu'il passe la mop à la maison maintenant? Ah, il est capable, il est maintenant en appartement à 17 ans, puis il s'en sort très bien. OK, écoutez, il y a un autre élément du reportage d'aujourd'hui là, qui m'a vraiment étonné. Alors, on cite Carl Ouellette qui est président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles.
Et lui fait état d'enfants qui essaient de swiper les pages d'un livre comme sur une tablette électronique puisqu'ils n'ont pas été exposés à la lecture. Ça veut dire que ces enfants-là voient un livre, ils en ont probablement jamais vu de leur vie. Puis là, au lieu de tourner les pages, j'essaie de les swiper comme on fait sur une tablette électronique. Je dois avouer que je suis resté assez estomaqué de lire ça. Oui, puis j'imagine que mes collègues orthophonistes ont aussi dû faire le saut, mais ils savent de quoi on parle depuis toujours. Même quand on était jeune, l'importance de la lecture, puis l'importance d'exposer les enfants aux livres. Hein. Dans le temps de Noël, on dit donner un livre en cadeau à un enfant. C'est un peu aussi cette réalité-là. Fait que maintenant, on a des écrans, mais même avant, est-ce qu'on dit avant, tout le monde avait des livres, tout le monde lisait? Je ne sais pas, je pourrais pas aller jusque-là, mais c'est certain que la place de l'écran qui remplace parfois les moments d'ennui où un enfant qui doit patienter, puis on lui donne une tablette ou un cellulaire pour patienter, bien, on se prive de lui apprendre que patienter, ça fait partie de la vie, puis ça peut même être agréable parce qu'on peut jouer, peu importe, à ces moments-là. Fait que, oui, ça, c'est une anecdote qu'on appelle que quelque chose comme ça qui peut être vu dans une école, mais on voit aussi des enfants du préscolaire qui savent lire et écrire, puis pour moi, c'est tout aussi inquiétant d'avoir un enfant de 4 ans qui écrit et qui lit qu'un enfant Pourquoi? Qui, justement, c'est parce que la petite enfance, là, c'est vraiment un moment d'exploration, d'apprendre à attacher ses lacets, oui, de jouer, d'apprendre à connaître les limites de qu'est-ce que mon corps peut faire en mouvement, de quelle hauteur je peux sauter sans me faire mal en tombant. Ces âges-là sont très importants. Tout ce qui est la lecture, l'écriture va venir avec la scolarité. L'enfant n'a pas besoin d'arriver prêt en lisant, en écrivant à la maternelle. Donc, la médaille, là, on peut vraiment la regarder souvent des deux côtés. Fait qu'il faut juste faire attention. Oui, là, je suis d'accord avec vous que de swiper un livre, c'est très surprenant. Si on s'inquiète. Oui, on souhaite que ça ne soit pas une tendance lourde dans la société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Bonne journée. Noémie Quentin est ergothérapeute, professeure agrégée au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est aussi directrice pédagogique de la clinique multidisciplinaire en santé. Vous savez, beaucoup de réactions dans notre messagerie texte. Là. Après les nouvelles de 18h en compagnie de Valérie Leboeuf, je vais revenir sur un certain nombre de ces commentaires-là. C'est pas mal intéressant. Au réseau Cogeco Média, vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Biz est avec moi pour une de ses chroniques hebdomadaires. Salut Biz. Bonjour Philippe. Alors tu veux nous parler d'un film qui t'a vraiment touché. Ça s'appelle The Substance et c'est avec Demi Moore. Alors de quoi il s'agit? Bon, alors d'abord je veux saluer et remercier mon ami Léon de Québec qui m'a recommandé ce film-là que j'ai vu en fin de semaine. Ce genre de film-là, tu vois ça, là, un, tu veux le revoir tout de suite après, puis deux, tu veux que tout le monde le revoie. Fait que là, moi, j'en parle depuis 2 jours sans arrêt, y compris ici sur nos ondes. Vraiment, j'ai tout adoré de ce film-là. C'est un film français en anglais avec Demi Moore qui se passe à Hollywood, mais qui a été entièrement tourné en France. Un chef-d'œuvre, véritablement, j'ai pas ce mot-là facile, là, mais un chef-d'œuvre de la réalisatrice de 47 ans, Coralie Farja. Alors, d'abord, le genre du film est incertain. Il y en a qui parlent de drame, de thriller, de science-fiction, de gore, un peu de tout ça. Même d'horreur, je pense. Absolument. Vers la fin, ça dérape solide. Alors, c'est certainement tout ça, mais peu importe l'étiquette qu'on va lui donner, c'est un grand film. En premier lieu, parce qu'il y a un scénario béton qui a d'ailleurs été primé à Cannes, une réalisation de génie et une actrice, Demi Moore, au sommet de son art. Alors, qu'en est-il? Demi Moore, justement, incarne Elizabeth Sparkle, qui est une actrice dans la cinquantaine qui anime une espèce d'émission de conditionnement physique, le genre de José Lavigueur d'Hollywood, là, puis qui apprend, en allant aux toilettes par hasard dans la toilette des hommes, qu'elle va se faire virer de son émission par son producteur, qui la trouve trop vieille. Et là, évidemment, c'est réflexion sur... Puis là, t'as Demi Moore, qui a 62 ans, mais qui a l'air d'en avoir 28, qui se trouve trop vieille devant son miroir puis qui bat de trip. Et elle découvre par la publicité un espèce de sérum et elle va dans une case postale dans un quartier louche chercher ça, un sérum de jouvence qu'elle doit s'injecter. Et ce sérum-là, c'est la fameuse substance qui lui permet en fait de se dédoubler son corps en une version plus jeune. Sauf que on peut pas rester dans la version plus jeune de son corps plus qu'une semaine. Alors, une semaine, on est dans son corps vieux. Une semaine, on est dans son corps jeune. Alors, faut imaginer refaire sa vie, aller dans les bars, aller
ramasser des gars plus jeunes. Mais là, la semaine suivante, t'as 62 ans. Fait que là, il faut que tu gères le nouveau chum. Là, elle se remplace elle-même. Quand elle est en version plus jeune, elle se remplace elle-même dans son émission. Là, tout le monde la complimente sur son apparence et tout. Et évidemment, ce qui va arrive. Elle va dépasser sa semaine et là, ça bascule, des conséquences tragiques, irréversibles, un peu comme la citrouille de Cendrillon. Donc, c'est un film qui revisite plusieurs mythes, dont celui, évidemment, de la jeunesse éternelle. À 61 ans, Demi Moore va vraiment jusqu'au bout de son rôle, avec un courage incroyable. Elle a des scènes de nudité sous tous les angles qui la mettent vraiment pas toujours à son avantage. Alors, bravo, un grand rôle. Elle se fond dans ce rôle-là. Performance totale, courageuse d'une très grande actrice qui a très bien réussi son retour. Et elle a d'ailleurs dit en entrevue que ce film-là lui avait permis notamment de se réconcilier avec son propre corps à elle, ce qui est quand même pas rien. Alors, dans ce film-là, tous les hommes, sans exception, sont des salauds et ou des débiles mentaux. Généralement, moi, ce genre de manichéisme primaire, ça mérite au plus haut point, mais pas ici. C'est un film qui est 100% féministe, clairement, mais qui fait pas de morale et qui culpabilise pas les hommes. Et ça, c'est sa grande force parce qu'on finit par avoir de l'empathie pour le personnage féminin. Il y a donc des réflexions sur le vieillissement et vieillissement par rapport au corps. Et bien que ça soit plus aigu chez les femmes, cette question-là, ça se pose aussi pour les hommes, bien sûr, la question du vieillissement, puis comment on vieillit, puis notre rapport au corps. Une réflexion sur la tyrannie de l'image dans le show business. Et enfin, une réflexion sur la dualité de la personnalité, où deux parts de soi qui s'opposent et se combattent, donc moi contre moi, ça j'ai trouvé ça génial. Et à la fin, on bascule dans l'horreur et le gore absolu. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. C'est vraiment, mais vraiment dégueulasse. La réalisatrice, c'est les belles années de Toxique le Ravageur. C'est dégueulasse. La réalisatrice va jusqu'au bout et elle nous fait boire le calice jusqu'à la lie. Le film est bon parce que Coralie Farja maîtrise tous les codes du genre. Et elle s'amuse avec ces codes-là. Il y a des clins d'œil à Stanley Kubrick, à Stephen King, à David Lynch, et même avec les films Titane et La Mouche de Cronenberg. Je sais pas si tu as vu La Mouche, fait partie de ces films de métamorphose corporelle extrême. En finale, on se rapproche de ça. Clairement, elle a tout vu ça et elle a maîtrisé et elle a digéré tout ça. On aurait pu faire un film pleurnichard avec une thèse victimaire éculée, pauvre petite actrice vieillissante qui se fait tasser par les méchants hommes. Au lieu de ça, on a un film succulent du début à la fin. Chaque plan est un délice à regarder. La photographie, les costumes, la direction artistique, la musique, les effets sonores, tout est prévu et placé. De mémoire, il y a juste Stanley Kubrick qui avait cette exigence de plan par plan. Une réalisation vraiment, vraiment maîtrisée. Moi, c'est une découverte cette Coralie-là. Victor Hugo a déjà dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface parce que là, dans ce cas-là, la forme est vraiment au service de l'histoire et on embarque dans l'histoire, on adhère à l'histoire parce que c'est tellement bien raconté. Est-ce que ce film-là, La Substance, peut remporter le score du meilleur film? Tant qu'à moi, oui, évidemment, mais le fait qu'on bascule dans l'horreur à la fin, ça peut malheureusement plomber ses chances. Certainement une nomination comme à meilleure réalisatrice pour Virginie Farja et certainement une nomination pour Demi Moore qui a fait une performance totale qui mérite au moins justement une nomination. Vous aurez compris que La Substance est un film avec beaucoup de substance que je recommande sans réserve. Il est encore à ce jour dans quelques salles au Québec en version anglaise, des fois sous-titré en français. Et notamment aussi sur la plateforme Mubi. Alors, un coup de cœur, un gros coup de cœur cinématographique. Je pense que tu viens de donner le goût à beaucoup de gens d'aller voir ce film-là. Je rappelle le titre The Substance, La Substance avec Demi Moore. Et il faut avoir, si je comprends bien, le cœur bien accroché. Pourquoi les dernières 20 minutes, quelque chose comme ça? À peu près, mais il n'y a rien de gratuit, par exemple. Okay. Et la boucle est bouclée jusqu'à la dernière prise. Merci beaucoup, Biz. On se retrouve un petit peu plus tard cette semaine.